Attends, c'est pas le bon générique là? Ah, bah non, il faut mettre le nouveau là, va ah, le c'est le chercher. vieux ça, non? Alors attends. Voilà, je crois que c'est celui-là. Ouais. Funchy Funch. Ouais, non. On avait dit que vous l'aviez effacé, ouais, ça. En fait, vous m'avez dit que vous l'aviez parce effacé. que t'es pas allé dans le bon dossier. Faut aller sur l'autre, ça c'est un autre. Voilà, celui-là juste à droite là, vas-y. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon. Ah ouais, non, ça c'était vraiment bien. Oh, c'était énorme. Oh, t'es là, mais c'est pas celui-là, vas-y, va prendre un autre, voilà. C'est celui-ci, voilà, c'est celui-ci. Pas mal enterré. Alors, non, mais ça c'est ouais, c'est après ça. Hein. Ça c'est encore après, laisse tomber. Là, c'est bon, c'est celui-là. Je crois que je l'ai. Non, je crois pas que c'était le. Non. Attends. Ouais, non, on n'avait pas. C'est autre chose celui-là. Vous aviez dit que vous l'aviez effacé. Oui. On peut pas vous faire confiance, hein. Alors, attends. Ah bah voilà, c'est celui-là, c'est bon. Bonjour, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Salut Antoine. Hello, salut à tout le monde. Nous sommes que tous les deux, Alice est actuellement en vacances si on veut, elle n'est pas là à la boutique actuellement. C'est pour ça que vous allez voir quand même l'Instagram, il est quand même actualisé, il y a quand même les news, des nouveautés. Il n'y a pas tous les textes que fait Alice pour l'instant, mais elle a quand même tenu à tenir à jour l'Instagram. Donc merci à elle quand même pour le taf qu'elle fait. Il y a eu la semaine dernière un sketch qui était aussi un concours dans le sketch du sketch qui était le concours. Bref, c'est cette personne-là qui a trouvé les 10 faux raccords. Et si bravo, exactement. Et donc bravo à toi, tu as gagné le Orion Duel. Orion Duel qui va être présenté par Antoine un peu plus tard dans la vidéo. Je pense que j'ai tout dit pour les news. Et on va tout de suite commencer. Enchaînement d'ailleurs de Orion Duel qui est un jeu de chez Matago. Et nous commençons tout de suite la vidéo avec un jeu de chez Matago qui s'appelle Cat in the Box. C'est assez drôle d'ailleurs qu'un jeu de Matago dont le symbole est un chat dans un coffre. Qui en fait, Cat in the Box. Donc c'est Matago qui est un jeu qui s'appelle Cat in the Box. Un jeu à partir de 10 ans, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est une demi-heure la partie. C'est un jeu, je pense, qui va pas mal enterrer, peut-être pas, mais au moins dépoussiérer tous les jeux de pli que vous avez. Ça, c'est certain. Je pense, The Crew, on a quoi? On a Jekyll vs Hyde, on peut avoir d'autres jeux. Alors j'allais dire Tatsu, mais c'est le même éditeur, mais ça va être un peu différent. Mais ça va redonner un peu vie à des jeux de pli, parce que celui-ci va être très subtil. Et surtout l'édition est vraiment très cool. Vous avez des cartes comme ceci qui sont toutes noires parce que c'est des chats, donc tous les chats ici sont noirs. Et vous avez un plateau qui est qui peut se plier ou se déplier parce qu'en fait je vais vous expliquer le jeu à 3 joueurs, ce sera plus facile, mais on peut jouer jusqu'à 5. Okay. Ça c'est quand on va jouer à partir de 4, on va rajouter un plateau. Mais là l'avantage c'est que quand vous pliez votre plateau en 2, vous l'avez déjà pour une mise en place à 3 joueurs. Chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça aussi. Alors je vous montre parce qu'il est recto verso, ça c'est pour 2-3 joueurs. Là, ça va être le nombre de plis qu'on va faire. Et donc là, il y a 4-5 joueurs. Voilà. On met ces petits jetons qui sont dans la boîte. Hein. C'est pas une version Kickstarter que je vous montre. Hein. C'est vraiment le jeu dans lequel il sera édité. Donc vous allez avoir un plateau ici. Vous allez avoir ici, dans les 4 coins, des couleurs jaune, rouge, bleu et vert, sur lesquels on met des petits jetons à sa couleur. Et ici, on a le nombre de plis qu'on va estimer pouvoir faire lors d'une manche. En fait, ça va être, Cat in the Box, une succession de manches. À chaque manche, on va distribuer un certain nombre de cartes à chaque joueur. Donc en fait, là, pour le coup, je dis un certain nombre, mais en fait, on va tout distribuer, puisque là, j'ai fait une mise en place à 3 joueurs. Donc il y aura 30 cartes. On va distribuer 10 cartes à chacun des joueurs. Et ensuite, on va en écarter une après avoir évalué son jeu. Donc en tout, en fait, on va jouer les 9 cartes. On va pas forcément jouer toutes les 9 cartes, parce qu'il peut y avoir, comme le nom l'indique, dans Cat in the Box, par rapport au chat de Schrödinger, un paradoxe qui peut se créer, qui va mettre fin immédiatement à la phase de pli et qui va enchaîner un décompte. Comment ça se passe? Donc j'aurai des cartes en main, et lors de mon tour, je vais pouvoir jouer une carte. Donc là, les cartes ont été triées, donc les valeurs vont aller de 1 à 6, mais ça peut aller jusqu'à 9 quand on joue par exemple à 5. Je suis premier joueur et du coup je vais jouer une carte. Et comme vous le voyez, en fait, ces cartes-là, elles n'ont pas de couleur. Exact. Et en fait, en fonction de où je vais la poser sur mon petit plateau personnel, ça va indiquer la couleur, donc notamment la couleur de référence, puisque je suis premier joueur. Si je joue ça ici, je la mets en dessous de mon plateau, donc au niveau de la couleur verte, et je dis voilà, je joue le 5 vert. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je prends un jeton de ma couleur. Il y en a plein d'autres des jetons, hein, mais je n'ai pas tout sorti. En plus, c'est le genre de truc après qu'on paume dans la boutique, parce que on fait tomber des trucs et après on n'a plus de jetons. Donc là, par exemple, je joue le 5 vert et je dis voilà, je vous le dis, hein, les gars, j'ai joué le 5 vert. Donc je le place dessus. Pour indiquer que cette carte a été jouée. Entre autres, pour indiquer que le 5 vert a été joué. Donc personne d'autre ne pourra jouer le 5 vert, ce qui est très logique. L'autre joueur va pouvoir suivre à la couleur, ou alors il pourra couper. Il a plusieurs possibilités, mais notamment s'il veut suivre à la couleur, par exemple, il a le droit de jouer un 4, il n'a pas le droit de jouer un 5 évidemment, et du coup il joue un 4 vert, et donc il va jouer là. Et le joueur après, il pourrait très bien jouer un 2 vert par exemple. L'autre possibilité,
Ça peut être tout simplement de dire, bah j'ai pas envie de jouer vert, donc je coupe. Et je peux couper soit du coup d'une autre couleur. Donc je pourrais couper par exemple en 4 bleus. Le problème c'est que si je fais ça, je vais retirer le jeton de la couleur que je n'ai pas joué. Parce qu'en gros, je confirme en faisant ça bah, que j'ai pas de vert en main. Donc comme je refuse de jouer du vert, maintenant je ne pourrai plus jouer de vert du tout. Parce que du coup, je refuse de jouer du vert actuellement, donc ça veut dire que je n'en ai plus. Par contre, je joue 4 bleus, donc du coup, je place mon jeton en 4 bleus. L'autre possibilité qui peut être maligne, c'est tout simplement de jouer en rouge. Pourquoi? Parce que le rouge, en fait, c'est une couleur de référence. Donc, enfin, couleur de référencement, c'est une couleur d'atout, en gros. Donc le rouge, c'est toujours plus fort que tout. Mais du coup, si vous êtes toujours enclin à jouer plus fort que tous les autres joueurs vont commencer aussi à jouer rouge, et au bout d'un moment, bah, vous, si vous jouez une trop petite valeur en rouge, on va vous dépasser. À vous de voir comment vous allez jouer, est-ce que vous allez couper à l'atout ou non, etc. On va regarder ensuite qui remporte le pli. Si jamais il y a une couleur rouge, bah, comme c'est la plus forte, c'est elle qui prend le dessus, et on regarde que les couleurs rouges qui ont été jouées, et les autres cartes, elles servent à rien, et celui qui a la plus grosse valeur l'emporte. S'il n'y a que des cartes de couleur référence, on prend en compte que la couleur de référence, donc ici ce serait vert par exemple, si on jouait comme ceci, et on regarde quelle est la couleur, enfin la valeur pardon, de la carte la plus forte dans la couleur de référence, et c'est lui qui va remporter le pli. Donc je récupère le pli. À quoi ça sert de remporter les plis? Bah, en fait, au début de la manche, quand on a regardé ces cartes, on a fait un pronostic de ce qu'on pensait gagner. Donc par exemple, si je suis joueur violet, je me dis, bah là, vu ma main, je pense que je vais faire 3 plis facile. Donc là, j'ai le choix entre 1, 3 ou 4. Et simultanément, tout le monde a fait ça en début de partie. Une fois qu'on a joué nos cartes, on va recontinuer, et jusqu'à ce qu'on a joué toutes nos cartes, ensuite on va compter les points. Ce qui est intéressant dans le comptage des points, c'est que déjà si vous avez rempli votre contrat, vous allez pouvoir gagner un bonus. Notamment, les premiers points que vous faites, c'est 1 point par pli. Donc si j'ai dit je pense faire 3 plis et que j'en ai fait 3, bah, je marque déjà 1, 2, 3 points. Si en plus je tombe juste sur mon estimation, je gagne un bonus de points, et ce bonus de points renvoie en fait au plateau qui est ici, et vous allez gagner 1 point par jeton qui est adjacent dans votre plus grand groupe. Et ça c'est hyper subtil parce qu'en fait quand vous placez vos cartes, enfin quand vous jouez vos cartes, vous jouez aussi en fonction de l'adjacence de vos jetons, de façon à vous dire ok, il faut que je remporte le pli pour gagner les points, mais surtout pour gagner mon bonus qui sera le plus grand groupe de mes jetons adjacents. Ça c'est extrêmement subtil et ça peut plaire justement à des joueurs qui cherchent justement cette profondeur là dans des jeux de pli. Ça devient un jeu du coup beaucoup plus malin. Ça va être un jeu beaucoup plus pas facile à entre guillemets je dirais à prendre en main, même si au final les mécaniques ne sont pas complexes. C'est juste qu'il va y avoir tout ce dilemme sur les couleurs de cartes, il va y avoir tout ce dilemme sur est-ce que je pense pouvoir récupérer tant de plis, et le dilemme en plus de pouvoir récupérer son petit bonus de couleur. Je pense que je vous ai un peu tout dit sur le jeu. Vous allez voir que, notamment je disais par rapport à la prise en main, je renvoie sur les règles, parce que les règles vont avoir un ton, j'allais dire, pas la Munchkin, mais vous savez, si vous avez déjà lu les règles de Munchkin, c'est entrecoupé de petites blagues, et il y a des fois, on est un peu perdu dans l'explication. Le jeu de base est bien expliqué, mais il a une thématique assez proche justement du thème, qui se veut un peu scientifique, expérience scientifique. Ça peut troubler certains joueurs, donc sachez que dans les règles qui sont là, il y a un petit QR code ici pour avoir des règles simplifiées. Voilà. Donc si jamais vous sentez que c'est cool lecture des règles, d'avoir le choix du moins. Voilà, c'est ça. Si jamais la lecture des règles vous plaît, bah, tant mieux, mais sachez que l'éditeur a travaillé sur des règles simplifiées. Voilà pour Cat in the Box, j'espère que l'explication vous a donné envie d'y jouer. Moi à chaque fois que je l'explique, en fait, ça me donne toujours envie de retourner sur Cat in the Box, parce que j'aime bien les jeux de pli, mais j'aime les jeux de pli qui apportent toujours un petit twist, une nouvelle mécanique. Oui, bien sûr. Et je trouve que celui-là, on voit le matos, on se dit est-ce que c'est pas juste là pour faire joli? Et en fait non, c'est hyper malin ce système de couleurs et de petits jetons pour marquer des points bonus. On continue. Ça c'est très joli aussi. Ça. Oui, ça c'est très beau. Ça. Air Postal. Les gens vont me dire ah mais j'ai déjà vu une boîte comme ça, mais c'était une voiture. Oui, ça s'appelait Great Race. C'est notamment les auteurs ici qui ont travaillé dessus, c'est les mêmes, donc notamment un qui est ici FGR, donc contraction de François Gilles. Et j'ai oublié le R. Et j'ai oublié aussi, je suis vraiment navré. Mais du coup, c'est bien la même personne, une des deux personnes qui a travaillé sur Great Race. Exactement. Et ici, on a Eric Fortunato qui arrive du coup dans cette boîte-là, donc pour Air Postal. C'est un jeu illustré par François Launay et Antoine Waterloo. Et c'est un jeu, si je ne dis pas de bêtises, pour 2 à 4 joueurs. J'essaie de retrouver l'info. Oui, c'est là. 1 à 4 joueurs, pardon. Il y a un mode solo à l'intérieur. Un jeu qui va durer approximativement 1 heure. Ils mettent 14 ans et plus parce qu'effectivement, c'est un jeu... Alors, je pense qu'on peut être un peu en dessous, même si j'ai eu énormément de mal à avoir des informations. En fait, je tombe sur beaucoup de vidéos qui vont rentrer dans le détail, du matos de l'édition qui est absolument magnifique. Ils ont raison de passer du temps à vous expliquer ce que contient la boîte. Parce que honnêtement,
Great Race, déjà, moi j'étais extrêmement fan. Je trouve que le jeu il apporte une fraîcheur dans les jeux comme ça, un petit peu de course. Il y a vraiment ce côté prise de risque. On arrivait à finir la course avec son vieux taco tout pourri. On arrivait en pleine jungle, on n'avait plus d'essence et là on voit le marais à crocodile. On se dit, oh, c'est fini, je vais crever. Et en fait, on arrive quand même à s'en sortir, mais ça coûte cher, surtout quand on est en pleine jungle. Là, en fait, on a une thématique plutôt, donc on est en 1920. On a une période historique assez forte dans le transport, en fait, l'utilisation des avions durant une période assez tendue historiquement. Et on va avoir, en fait, un peu un système, si on veut, de gestion de ressources, oui, mais même de gestion de passagers, parce qu'en fait on est un peu sur une sorte de pick and delivery. On va essayer de se déplacer sur la carte avec nos avions pour essayer justement de récupérer des ressources et à la fois des passagers pour essayer de les emmener à un point d'un point A à un point B. Et on a notamment, un peu comme dans Great Race, la gestion de pilotage ici avec les personnalités historiques qui ont piloté des avions. Donc en fait on va avoir notre petit cadran, on va avoir aussi cette gestion qu'on retrouvait dans Great Race de véhicules. Tout ça va vous permettre en fait durant la partie de gagner de l'argent pour investir et améliorer votre véhicule, tout ça pour évidemment réaliser des objectifs. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que comme je vous dis, j'ai réussi à avoir très peu d'informations sur ce jeu. Malgré tout, son édition, son thème et notamment des mécaniques qui sont, je dirais pas originales, mais qui quand même font le taf au final par rapport à la thématique, parce que ce que je souligne souvent, c'est que les jeux, même si mécaniquement ils sont pas révolutionnaires, ce qu'il faut c'est que votre thématique, elle vive à travers la mécanique et inversement. Et donc c'est ce que fait ce genre de jeu, Air Postal. Il n'arrive pas tout seul, il arrive avec une extension, dans laquelle vous aurez, comme beaucoup d'extensions en fait, foison de matériel pour rajouter de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques, de nouveaux plateaux, etc. etc. Je m'étends pas plus sur ces jeux, mais sachez que c'est le genre de jeu, moi, qui m'intrigue toujours. Déjà parce que j'adore les jeux avec des thématiques aussi fortes. Des jeux qui sont aussi très bien édités et que je trouve finalement, quand vous avez vu, moi j'ai vu l'intérieur de la boîte, quand vous voyez que le prix est à 55 €, quand je oui, effectivement, je m'attendais au moins à un 6 sur le premier chiffre. Ouais, et au final, 55 €, je trouve ça vraiment pas cher pour l'expérience de jeu que vous allez avoir. Avec beaucoup de modules au final, votre plateau et vos personnages vont pas mal changer votre dynamique de jeu. Donc je trouve ça toujours intéressant d'avoir ce genre de proposition avec toujours une belle édition, une belle thématique. J'allais dire ce qui n'était pas le cas de celui-ci, c'est faux. Ici on est sur quelque chose de plus rudimentaire. Dans Kill Kim, ce qui va aussi prôner un petit peu dans le jeu là, ça va être surtout la thématique. Parce que là, Kill Kim, ça va parler à tous ceux qui cherchent absolument et désespérément Secret Hitler, parce qu'on fait directement le parallèle, notamment par rapport à la thématique, et notamment aussi un petit peu par rapport à la mécanique, parce que c'est un jeu pour très nombreux, c'est un jeu pour 5 à 10 joueurs, c'est à partir de 12 ans. C'est pas pour les mécaniques de jeu, mais c'est plutôt pour la thématique. Donc pour 5 à 10 joueurs, je l'avais dit, et une partie d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est un jeu, je ne l'ai pas dit, le destin de ce pays imaginaire est entre vos mains. Génial. Je cherche les noms des auteurs. Les auteurs, c'est Thibault Lorcy et Louis Roubaud, et c'est Roudot, et c'est illustré par Florence Denazel. Vous avez quelque chose en termes d'illustration, quelque chose d'assez simple, d'assez... Ouais, c'est minimaliste. Très minimaliste, c'est très caricaturé en fait. Ici, vous allez avoir un jeu dans lequel il va y avoir un leader, et durant la partie, les différents rôles seront attribués face cachée. Les joueurs vont choisir un peu à la manière... Alors d'un time bomb, oui, il y a des équipes qui vont se créer, il y a un petit côté aussi Two Rooms and a Boom, parce qu'en fait, il y en a qui vont chercher à garder le leader en cours, parce que ça va leur permettre dans leur stratégie de gagner la partie s'il reste présent, ce leader-là. Et en contrepartie, il y a ceux qui vont comploter pour essayer de faire chuter le leader et le remplacer. Je ne vais pas non plus rentrer trop dans le détail parce que ces jeux-là n'ont pas des mécaniques non plus qui vaillent le coup de s'attarder, mais par contre, ce qui est hyper cool, c'est comme tout jeu d'ambiance, un jeu à rôle caché, tout ce qui va être intéressant, c'est la manipulation, c'est les arguments, c'est ce que vous allez mettre un petit peu de vous en fait dans ce jeu-là. Et du coup, la thématique et l'ambiance autour de la table va être absolument incroyable et va être très bien portée. C'est un jeu aussi dans lequel il va y avoir ce genre de rôle entre deux, c'est-à-dire vous n'êtes ni de ce côté-là ni de l'autre. Là, vous êtes la CIA, vous êtes entre les deux, et pour vous, le but, c'est vraiment d'enfler tout le monde en fait. Voilà. Donc ça c'est pour Kill Kim et je laisse la place à Antoine. Salut à tous, le jeu suivant c'est Virtual Revolution, un jeu de Guy Roger Duvert et Cyril Villalonga. C'est un jeu Studio H, on est sur du expert. C'est illustré par, c'est marqué au dos, Benjamin Sjoberg pour des parties de environ 1h30 de à 4 joueurs. À partir de 14 ans, comme souvent pour les jeux experts. Avant de parler du jeu en lui-même, on va quand même parler de monsieur Guy Roger Duvert, qui est l'un des deux auteurs du jeu, et en fait qui est un petit peu auteur de
l'univers Virtual Revolution. En fait, il y a un film, donc la personne est à l'origine du film. Il y a, je crois, une nouvelle aussi, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas pour rien parce que monsieur Guy-Roger Duvert est également auteur de romans. Notamment la série des Outsphere, il y a eu des jeux Outsphere dans la gamme Fragments. Oui, exactement. Voilà. Et donc vous pouvez voir le film Virtual Revolution, c'est de la science-fiction française. J'ai découvert le film parce qu'il y avait le jeu qui sortait, et du coup, vu que c'est de la science-fiction française, il faut absolument que j'aille voir ce film. C'est sorti, je dis j'aille le voir, c'est pas au cinéma, hein, c'est sorti en 2016, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on doit bien pouvoir le visionner quelque part, ce film. Et donc, c'est donc dans le même univers que ce film. Nous sommes dans un futur très proche. Nous sommes à Paris, qui se fait donc nommer aujourd'hui Néo Paris. Et on va jouer des sortes de corporations, de grosses entreprises qui vont faire de l'argent grâce au moyen le plus commun d'en faire dans cet univers, puisque en fait dans ce futur proche, la réalité virtuelle est devenue quasiment l'apanage de toute la population, et la plupart des gens passent la grande majorité de leur vie, si ce n'est toute leur vie, dans des mondes virtuels. Et donc ils ont un casque sur la tête et ils sont pas vraiment là, quoi. Nous, notre but, c'est d'installer des serveurs pour que la population ait accès au monde virtuel qui s'appelle des verses. Basiquement, c'est un jeu à points, donc on va essayer de faire des points. C'est un jeu de conquête de territoire un petit peu aussi, puisque on est plusieurs entreprises à vouloir mettre la main sur Néo Paris. Et évidemment, on va se tirer dans les pattes un petit peu. On va donc avoir le grand plateau de Néo Paris qui est découpé en districts. Les districts sont eux-mêmes découpés en arrondissements. On va jouer en un certain nombre de manches. Une manche, c'est 3 tours de table, puisque quand vous allez jouer à votre tour, vous allez poser un de vos directeurs. Vous avez 3 directeurs. Une fois que tout le monde a posé ses directeurs, c'est la fin d'une manche. Le directeur, quand vous allez le poser donc quelque part sur le plateau, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir, par exemple, poser de l'influence, c'est un petit jeton de votre couleur pour dire ça c'est à moi, en fait cette zone est à moi. Vous allez pouvoir retirer de l'influence et vous allez pouvoir déplacer de l'influence d'un district qui serait à côté. Ça peut être intéressant pour mettre l'influence là où vous la souhaitez sans avoir à en placer à nouveau, simplement utiliser l'influence qui est déjà présente mais la décaler d'un district vers l'autre. Ces influences elles vous permettent de faire plusieurs choses, notamment construire des serveurs, et ces serveurs ils vont vous donner accès à des verses, donc les fameux univers de réalité virtuelle. Ce sont des cartes, et ce sont des cartes qui vont vous donner des bonus et notamment qui vont vous donner des scorings en fin de partie selon des critères différents. Vous en doutez, il y en a plein. Le fait d'avoir votre directeur dans un district, ça va vous permettre de recruter dans certains districts des spécialistes, des agents qui vont vous donner des bonus. Ces agents, vous allez pouvoir les transformer en bonus d'action. Ça signifie qu'en fait votre agent, il est là, il est actif, vous avez de la place pour 3 agents. Ce que vous pouvez faire, votre agent, c'est que vous pouvez le placer sous votre plateau, sous un emplacement. Chaque emplacement correspond à l'une des actions possibles dans le jeu. Et en fait, quand vous allez glisser l'agent, il va améliorer cette action-là. Vous le sentez, c'est du vrai expert. Avec de la conquête de territoire, c'est pas souvent le cas. Et puis surtout, une thématique qui est hyper originale, forcément, on se doute, avec Guy-Roger Duvert qui a tous ces univers comme ça de science-fiction et autres qu'il porte, c'est porté à nouveau donc, dans ce Virtual Revolution. Hop là. Je sais pas si tu l'avais précisé là, mais il me semblait que le recrutement, tu le faisais en fonction des districts, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans tel district, je peux recruter un agent et ça va être cet agent-là bien précis dans le marché. Et donc, si je veux un autre agent, il faut que j'aille dans le district où je peux aller le recruter. Je trouve ça très cool dans un jeu de marché en général, on achète toujours un peu ce qu'on veut, on décale les cartes, alors que là, tu veux celui-là, faut que tu y ailles. C'est ça. Et du coup, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans ce district ou pas, vis-à-vis des points, vis-à-vis des serveurs que vous voulez mettre? Ça va créer tout un tas de petits dilemmes, effectivement. Hop, on va décaler par ici avec un des jeux que j'attendais le plus cette année, mais c'est pas le jeu que j'attendais le plus cette année, parce qu'il est juste après. Voilà, je suis en mode Antoine Content là. C'est Casino Popular, le jeu de cartes Mafia des Coups-Bas, on peut vraiment le dire comme ça, un jeu donc de Loïc Lamy et Philippe Despalières que vous connaissez probablement pour Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, et voilà, si vous ne connaissiez pas, c'est ce monsieur-là, et Loïc Lamy, mais qui est également auteur de Mafia des Coups-Bas, Loïc Lamy qui a aussi fait le jeu préféré, ou un des jeux préférés d'Alice, on en a parlé la semaine Ladies and dernière, Gentlemen, qui a fait aussi plus récemment non, je crois qu'on avait vu quoi? On avait vu Mafia des Coups-Bas, on avait vu Ladies and Gentlemen. Aurignac. Voilà. Ah oui, Aurignac. Très bien. C'est une version presque de poche, tout petit format et surtout plus rapide de Mafia des Coups-Bas, puisqu'ici il va s'agir de drafter des cartes plutôt que d'aller passer à la boîte chacun notre tour. Dans Mafia des Coups-Bas, on allait donc chacun notre tour dans cette boîte à cigares qui est en fait la boîte de jeu, et on allait récupérer soit un rôle sous forme de jeton de poker, soit des diamants, et donc on devenait voleur. Et
le rôle un peu basique quand on avait des rôles, c'était d'aller retrouver les voleurs. Les voleurs essayaient de garder ces diamants, de ne pas se faire accuser, parce que quand on est accusé, on doit rendre les diamants et on est éliminé. Et puis des rôles spéciaux qui vont gagner selon certains critères. On retrouve vraiment la même chose ici, si ce n'est que là, il n'y a que des cartes de rôle, tout simplement. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il y a les cartes de rôle de base que vous pouvez voir ici. Il y a un autre petit paquet de cartes comme ceci avec les rôles avancés que je vous laisserai découvrir, qui sont effectivement un petit peu plus techniques, et c'est expliqué dans les règles. Faites d'abord des parties avec les cartes basiques, et ensuite, simplement, vous vous soucierez de ce qu'il y a là-dedans. Je trouve ça intéressant de couper un peu comme ça le jeu, pour le rendre plus accessible finalement au plus grand nombre. Vous allez également avoir des petites aides de jeu comme ceci qui vont vous indiquer les mises en place qui sont adaptées selon le nombre de joueurs. Le livret de règles vous expliquant quand même que vous pouvez ne pas les suivre, et si vous décidez de ne pas suivre ces mises en place qui sont proposées, de pouvoir créer les vôtres avec quelques petits conseils quand même, et voire même en cas de dernier recours pour les gens qui veulent vraiment faire ce qu'ils veulent, il y a marqué ok, vous pouvez aussi faire ce que vous voulez, mais pensez à ça et à ça. Je trouve ça vraiment cool parce qu'effectivement il y a des imbéciles un peu comme moi par exemple qui aiment bien essayer de tordre ce qui est proposé alors que c'est très bien fait. Et là pour le coup, j'ai suivi pour une mise en place pour 6 joueurs. Et bien pour une mise en place pour 6 joueurs, il y aura forcément 7 cartes de rôle, puisqu'il y a toujours une carte de rôle qui n'appartiendra pas à un joueur humain. Je précise un joueur humain, pourquoi? Parce qu'on se drafte les cartes, tout le monde va donc garder une carte, et la dernière carte elle va au centre de la table, et on considère que la table est un joueur qui possède ce rôle. Attention, dans ce jeu, la table peut gagner. Voilà, ça, quand j'ai lu les règles, j'ai fait un screen, je l'ai envoyé à Alice et Alex, je leur ai dit c'est incroyable, la table peut gagner. Alors vraiment, c'est que vous n'avez pas été bon a priori, mais c'est possible. Ça fait très casino pour le coup. Oui, effectivement, c'est ça, c'est le casino qui gagne, tout le monde a perdu. Donc, je dis on se les fait drafter, cet anglicisme ne parle pas forcément à tout le monde, c'est très simple, il y a une première personne qui a le paquet de cartes, qui hop là le consulte, hop là choisit son rôle, tiens moi je veux être un voleur, hop, passe le paquet au voisin, le voisin qui va consulter les cartes, qui en choisit un, etc. À chaque fois que vous allez consulter les cartes, vous allez essayer un petit peu de mémoriser ce que vous avez eu de disponible, puisque ça va être très utile pour la suite du jeu. Il va y avoir une dernière carte qui est posée sur la table. Tous les autres joueurs ont une carte posée devant eux, dont ils connaissent évidemment le rôle, puisque ça va déterminer la manière dont vous allez jouer. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'interroger. Toi, quand tu as eu les cartes, il y avait quoi comme carte? T'as laissé quoi à l'autre? Et toi, t'as pris quoi? Et donc on va répondre à voix haute pour que tout le monde puisse profiter de l'information qui va être vraie ou qui va être un gros mytho probablement, et ça dépend de vous. Et là vous sentez pourquoi, est-ce que ça me plaît évidemment si vous avez l'habitude de suivre nos vidéos, si vous passez souvent à la boutique, j'aime les jeux qui sont très sociaux, dans le guessing, on va se mentir, se raconter des trucs, faire des alliances, et vrai là on a vraiment ça là-dedans, on a vraiment ça, et surtout avec peu de choses, et je trouve ça vraiment très beau, avec un tel minimalisme, d'arriver à créer autant d'interactions entre les joueurs. Je vous explique rapidement les rôles, donc les rôles basiques. Hop là, nous allons avoir les voleurs. Hop là. Donc j'ai choisi cette mise en place. Hop là. Je vais les faire dans l'ordre. Donc il n'y a qu'une carte voleur dans cette mise en place là. Le voleur, son but du jeu, c'est de ne pas se faire accuser d'avoir volé les diamants. Si vous ne le faites pas accuser, pim, c'est bon, vous avez gagné. Par contre, en contrepartie, si vous faites accuser, c'est tant pis pour vous. Qui va vous accuser? En général, ça va être les fidèles. Dans cette mise en place là, il y a 2 fidèles. Les fidèles, leur but c'est de retrouver les voleurs. S'ils retrouvent les voleurs, ils vont gagner. Vous allez avoir, hop là, l'agent du FBI, son but c'est de ramener des preuves comme quoi il y a un trafic de diamants. Si on l'accuse qu'il y a un trafic de diamants, c'est donc une preuve qu'il y a un trafic de diamants, pim, ça fait gagner. Donc votre but c'est de faire accuser par exemple les fidèles. Vous allez avoir, hop là, le traître. Le traître va gagner si la personne à sa gauche perd. C'est l'inverse du conducteur dans Mafia des Cuba où la personne à votre droite, il fallait qu'elle gagne pour que vous gagniez. Intéressant ce rôle-là. Vous allez avoir le juge véreux au passage, évidemment. Ce rôle-là est particulier puisque juste avant la phase d'accusation, que je vais vous expliquer juste après, vous allez pouvoir changer votre rôle avec celui de la table. Vous dites, je peux garder mon rôle, mais non, peut-être pas, je vais plutôt prendre celui qui est au centre de la table. C'est potentiellement dangereux parce qu'il y a certaines personnes qui savent qui vous êtes, mais ça peut aussi vous permettre de gagner sur un petit malentendu, pourquoi pas. Et on va terminer avec les danseurs. J'aime beaucoup la tête des danseurs, que ce soit danseur féminin ou masculin. Mais alors le masculin, il a une tête que je trouve incroyable. Et les danseurs vont gagner si au moins un voleur s'en sort. Ok, d'accord. Voilà. On va donc avoir chacun un rôle, on va donc, comme je vous ai dit, blablater, prendre des infos à droite, à gauche, faire des théories, prêcher le fait pour le faux et inversement, et on va ensuite passer à une phase d'accusation. Une fois qu'on a tous discuté, qu'on pense qu'on a assez discuté, ça va être très simple, vous allez préparer votre doigt comme ceci, 1, 2, 3, et vous allez
accuser la personne de votre choix. Il va donc en découler évidemment des victoires et des défaites selon votre rôle. Et en fait, pour que quelqu'un soit accusé, parce qu'en fait vous désignez, mais si une personne est désignée 2 fois, elle devient accusée. Et c'est comme ça que, en tant que voleur, s'il y a au moins 2 personnes qui me désignent, eh ben c'est bon, j'ai perdu, tant pis pour moi. Mais s'il n'y a qu'une seule personne qui me désigne, c'est bon, finalement, il n'y a pas assez de charges contre moi. Mais on peut accuser la table. On peut accuser la table, effectivement, hein, si les joueurs qui ont eu le voleur en main n'ont pas décidé de le prendre. Il peut y avoir ce cas de figure où la table va gagner contre tout le monde, on peut faire perdre la table, pourquoi pas. L'intérêt c'est que ça va quand même faire vivre les discussions autour de la table, ça va quand même faire de la déduction, ça va faire échanger des informations entre les joueurs, et donc en fait ça marche quand même, c'est pas grave du tout. Des petites manches, des petites parties même, qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure, ou 45 minutes, ça dépend de la longueur de vos blabla et de vos mensonges entre vous, et on va très facilement enchaîner les parties. Voilà. Moi ça me plaît beaucoup ce côté minimaliste. Alors j'adore les petits diamants, la boîte de Mafia des Cuba. Mafia des Cuba c'est un de mes jeux préférés, mais je trouve qu'en petit format pour des parties rapides c'est une super proposition. On continue, alors là je suis en mode enthousiasme au maximum dans cette vidéo. Là je vais essayer de ne pas être trop dithyrambique, de pas en faire des caisses, parce que clairement moi c'est mon jeu préféré de l'année, c'est Skyteam de Scorpion Masqué, un jeu de Luc Raymond, un jeu coopératif pour 2 personnes, dans lequel il s'agit de faire atterrir un avion dans tout un tas de conditions, de circonstances différentes, et surtout dans tout un tas d'aéroports différents. Moi basiquement, quand j'en ai entendu parler, la thématique, faire atterrir un avion, ça me vend pas du rêve. Je m'en fiche complètement de la thématique des avions. Mais alors, après une partie, 2 parties, complètement convaincu, vraiment complètement convaincu. Pourquoi est-ce que j'ai mis 2 parties à être convaincu? Alors, j'étais déjà un petit peu convaincu à la deuxième partie, mais à la première partie, mais alors à la deuxième, c'est bon, c'était validé, parce qu'en fait, il y a une partie dans laquelle vous allez, la première partie, vous allez apprendre à jouer. C'est l'aéroport de base, c'est les fonctions de base du jeu. Et une fois que vous avez au moins gagné pour la première fois, ou aussi perdu, c'est vous qui voyez, vous allez avoir accès à un petit livret comme ceci, qui est un deuxième livret en plus du livret de règles, qui s'appelle le carnet de vol, et qui va vous expliquer tous les modules qu'il est possible d'ajouter, d'enlever, et surtout les différents scénarios qu'il est possible de faire. Vous allez vouloir gagner dans chacun des scénarios, forcément. Donc vous allez au moins jouer une fois, croyez-moi, au moins une fois, chacun de ces scénarios. Donc je pense que juste pour faire une victoire sur chacun des scénarios, le jeu a une rejouabilité de malade. Mais je vous parle de la rejouabilité, des modules, etc. En quoi ça consiste? Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, puisque cet été, j'ai fait un focus. Oui, bien sûr. J'étais tout seul à la boutique, sur les vidéos, un focus sur ce jeu où, à nouveau, j'en dis le plus grand bien parce que j'étais dans la période où on faisait 4-5 parties par jour et je suis relativement rentré dans le détail des règles. Donc si vous voulez avoir un détail des règles, eh bien vous pouvez par exemple aller voir cette vidéo là. Là je vais vous expliquer rapidement. Donc un jeu pour 2, il va y avoir un joueur qui est, hop là d'ailleurs normalement de ce côté là, qui est capitaine, enfin pilote pardon, il va y avoir le copilote de l'autre côté. On va jouer un certain nombre de manches jusqu'à qu'on ait fait atterrir cet avion dans de bonnes conditions. À chaque début de manche, on va aller jeter nos dés. On a 4 dés chacun. Hop là, je jette les dés derrière mon paravent que je garde secret. Mon coéquipier ou coéquipière évidemment ne va pas savoir ce que j'ai. Petit paravent qui va vous servir d'aide de jeu au passage. Je vais un petit peu mettre les dés devant moi comme ceci pour voir ce que j'ai. Là j'ai 2, 3, 5, 6. Mon coéquipier, je ne sais pas ce qu'il ou elle a. On va aller regarder. Pourquoi? Parce que eh bien, vous allez avoir ici l'altitude. Alors normalement la languette est assez longue, hein. C'est juste que là on manquait un peu de place. Qui me dit quel joueur commence ce soir-ci? Et bien c'est bleu, donc c'est capitaine. Et donc le capitaine va commencer à poser un dé. On va donc aller poser des dés ici dans le plateau central qui représente le poste de pilotage, hein, et on va essayer d'y faire différentes actions pour essayer de ne pas s'écraser, par exemple. Ça c'est pas mal. On peut aussi faire du café quand tout va bien, mais c'est pour se préparer quand rien ne va. Voilà, exactement. On va faire tout un tas de choses. Je vais essayer donc, sans rentrer dans les détails, de vous expliquer comment ça fonctionne pour atterrir. Il faudra arriver au niveau de l'aéroport. Donc vous allez descendre de 1000 mètres en 1000 mètres, 1 km à chaque fois. Hop, il y a un moment c'est le sol. Quand vous arrivez au niveau du sol, il faudra qu'en face vous soyez, hop là, dans l'aéroport.
Et ça, c'est la configuration. Je suis à l'aéroport, je suis au niveau du sol, tout est bon. Si vous êtes au niveau du sol en plein milieu de la pampa, ça va bien se passer. Là, je viens de descendre la languette, environ tous les petits avions comme ceci. Ça marche pas comme ça, que nenni, parce que ces petits avions là, qui vont se placer en début de partie potentiellement, mais aussi avec d'autres effets, ce sont les avions sur votre route. Il faut les appeler pour leur dire dégagez, poussez-vous s'il vous plaît, parce que sinon vous leur foncez dedans. Donc en fait, si je devais descendre la languette et qu'il y avait un avion sur la case, eh bien j'aurais perdu. Alors que par exemple ici, il n'y a pas d'avion sur la case. Si j'avance la languette, pour l'instant il n'y a pas de problème, mais lui il va bientôt falloir lui dire de se pousser. On va devoir sortir également les roues. Tout simplement, c'est quand même pratique, parce que sans les roues, ça va faire un petit peu des étincelles. Vous allez donc, hop là, déplacer les petits curseurs comme ceci pour les faire passer au vert. Comment est-ce qu'on fait ici? Eh bien, vous allez avoir ici 1, 2, ça veut dire quoi? Que je peux mettre donc un 1 ou un 2, ça tombe bien. J'ai un 1, tac, j'ouvre ici une des premières roues. C'est donc un petit voyant vert, et les voyants verts, il va y en avoir besoin, parce que si vous n'avez pas les voyants verts, ça va mal se passer à l'atterrissage. Et surtout, on voit ici, hop, on me dit qu'il y a ce petit paramètre bleu qui augmente. Pim, j'augmente ce petit paramètre bleu, ça va être utile. En face, c'est la même chose, mais c'est pour les volets. Volets d'atterrissage, ils disent les volets tout court. Et ici c'est la même chose, il faudra passer la valeur requise, mais ici en plus il faudra les faire dans cet ordre là, bien précis. Vous voyez les petites flèches qui vous indiquent qu'il faut le faire dans l'ordre, tandis que l'autre on peut le faire un peu dans le désordre. Là aussi les volets, eh bien il va falloir qu'ils soient passés au vert, hein. Ça c'est quand même vital si on veut gagner, hop, hop. Et aussi à chaque fois ça va faire augmenter ce petit paramètre. On va avoir ici l'assiette. Est-ce que votre avion est-il horizontal ou est-ce qu'il est un petit peu en train de se mettre à la verticale que tout le monde va mourir? En vertical, c'est très cool. Ouais, il faut être très bon. Faut être très bon, à moins que vous atterrissiez sur une paroi verticale, mais à nouveau, il faudrait être très bon. Hop là, par exemple, ici, moi je décide de poser un 5, il ne se passe rien pour l'instant. Mon copilote, enfin mon pilote pour le coup, va répondre avec un 3. Il y a une différence de 2. La différence, elle va de ce côté parce que la valeur est plus élevée. Elle va donc l'avion, hop, de ce côté-là, il va pencher de 2. Vous voyez que s'il penche de 3, c'est fini, Topipo. Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus personne dedans, c'est fini. Donc, on va essayer de faire en sorte que cet avion ne penche pas trop. Et tant qu'à faire, quand on arrive au niveau du sol, sur le dernier tour ici, bah, il faut qu'il soit tout droit cet avion, sinon ça ne va pas le faire. Petit spoil, dans les modules, etc., il y a des moments où on va demander de sillonner au travers des montagnes, et donc il faudra être un coup penché de ce côté, un coup penché de ce côté. Ça va être vraiment pas facile, ou alors tout le temps penché à gauche, parce que vous arrivez comme ceci. Et au dernier moment, on doit se rétablir, et ça c'est vraiment pas facile. On va avoir ici les réacteurs. La vitesse, les réacteurs. Ici, ce qui va se passer, c'est que, hop là, on va additionner les deux valeurs et on va voir si ça va nous faire avancer ou pas. Je regarde si je fais pas de bêtises par rapport à mon explication, mais ça va, on est bien. Admettons, le pilote a mis un 6, moi je mets un 2. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'on va additionner, hop là. Si on est en dessous du petit curseur bleu, on n'avance pas. Si entre le curseur bleu et orange, bon, là, on n'a pas le choix, l'orange est quand même très élevé, on va avancer de 1. Quand je dis avancer, c'est ici, puisque c'est ce baromètre-là, l'altitude avance automatiquement. Si vous êtes au-dessus, par exemple, admettons, c'était à 9 et on a fait 12, vous allez avancer de 2 cases. Ça peut être utile, ça peut être extrêmement dangereux, c'est vous qui allez voir, mais c'est un petit peu les dés aussi qui vont voir. Et sur le dernier tour, il faudra avoir une valeur inférieure au freinage, c'est un autre paramètre qui s'augmente, hop là, ici, comme ceci, et parce qu'il ne faudra pas avoir une vitesse extrêmement élevée quand on atterrit, c'est pas le principe. Il reste des petites cases ici, bah ça c'est quand on a un petit moment de répit, on peut poser un dé de n'importe quelle couleur, et puis on rajoute un petit jeton de café comme ceci, jeton de café qu'on pourra utiliser pour faire des plus 1, moins 1 sur le dé. C'est un jeu à communication limitée, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, et donc on va essayer de sentir un petit peu ce que l'autre joueur a, essayer de comprendre, on va se poser de manière stratégique pour que l'autre joueur ait le temps de nous répondre, mais en même temps il y a des priorités à gérer, parce que si par exemple on doit avancer vite et qu'il y a un avion, peut-être qu'il faut demander à cet avion de partir, oui, mais en même temps je me serais bien occupé de tel autre paramètre, parce que je veux voir si mon coéquipier a un dé pour me répondre, et que ce ne soit pas son dernier dé qui n'est pas de la bonne valeur du tout. C'est un jeu qui est plein d'émotions. En fait, moi, c'est ce que j'ai aimé dans SkyTeam, c'est que vraiment, je ressens des choses quand j'y joue. Et puis moi, en tant que fan de jeu, en tant que ludicaire, en tant que vendeur de jeu, je trouve que ce jeu, c'est un perfect. En fait, c'est un sans faute. Il y a une super idée de base. Là, Luc Raymond, moi, je trouve que, franchement, il a une très belle proposition. Scorpion masqué, là, magnifiquement développé, et puis surtout édité. Là, le matos est impeccable. Le matériel est génial. Après, les modules, ils sont... Et puis, alors, en fait, tout est dans les modules. Parce que je reviens à ce que j'ai dit au début, parce que je m'éparpille complètement. Première partie, vous faites ça, ce que je viens de vous montrer, le jeu de base, et ensuite, vous allez découvrir les modules. Et en fait, c'est au moment où vous découvrez les modules que
c'est l'explosion cérébrale. On a envie de tous les essayer. En même temps, quand on essaye un module, on ne gagne pas forcément dessus de suite, donc on va le retenter. Puis on se dit, mais attends, ce module sur tel aéroport, puis après on regarde les scénarios, et puis on a envie de faire tous les scénarios. Et il se passe plein de choses, notamment, j'en spoil un module qui n'est pas vraiment un module, mais qui en est un quand même, ça va être les cartes de bonus comme ceci. Puisque des fois, il y a des scénarios qui vous disent, bon ben voilà, vous avez un module où les freins sont gelés et vous perdez du kérosène, donc rien ne va. Et en plus, vous allez atterrir dans tel aéroport, j'en sais rien, moi je les ai plus en tête, dans l'Himalaya, il y a des montagnes partout et il y a du vent. Pour vous aider, vous avez des petites cartes comme ceci qui vont permettre de s'entraider, d'anticiper des événements, de se synchroniser, donc ça peut être des relances, ça peut être de s'échanger des dés entre joueurs, bref, des petites actions bonus qui, utilisées sciemment, vont faire toute la différence. Voilà, je vais essayer de pas en dire beaucoup plus parce que allez voir le focus sur SkyTeam. Ceci dit, hop là, et là à nouveau Scorpion Masqué nous régale. Alors, on a des petits goodies, on en a plein, mais comme je pense que, j'espère que le jeu va très bien se vendre, si vous les voulez, eh bien il faudra passer dans les semaines à venir, dans les jours à venir, pour pouvoir atterrir à CDG, Paris, Charles de Gaulle, en France. Et donc je suppose que c'est pour la distribution française, et je dois dire qu'on apprécie particulièrement. Hop, on passe à un autre jeu qui m'a bien plu, décidément, c'est la suite là, parce que j'aime bien les jeux abstraits aussi, c'est Orion Duel, un jeu d'Andrea Menini et Alberto Biancancari, illustré par Maxime Herso, qui avait illustré Tatsu. On est dans un style très différent, ceci dit, visuellement parlant. Un jeu Matago pour 2 personnes, pour des parties de 20-25 minutes, il conseille à partir de 12 ans. Nous sommes dans une thématique spatiale, c'est pas science-fiction, c'est l'espace, l'ultime frontière. C'est ça. Ceci dit, c'est surtout pour les visuels, puisque vraiment c'est un jeu abstrait, c'est un peu comme Donut, on n'a pas besoin d'aimer les donuts pour jouer à Donut, hop là il est là. Orion Duel, vous n'avez pas besoin d'être un fan de Constellation ou de Star Trek ou quoi que ce soit pour prendre du plaisir dessus, c'est pour les visuels, ceci dit les visuels sont très agréables et surtout c'est coloré et lisible, c'est important que ça soit lisible. C'est un jeu dans lequel on va avoir un plateau comme ceci qui est constitué d'hexagones, nous allons y poser des sortes de polyomino hexagonaux, je ne sais pas si ça se dit mais moi je le dis, ça veut dire quoi? Comprenez des pièces de Tetris mais en fait au lieu que ça soit des petits carrés, c'est des petits hexagones, voilà. Polyomino hexagonaux, je ne sais pas, je le dis, bref. Hexamonio. Voilà, hexamonio. Ces petites pièces là, elles vont être à votre couleur majoritairement, mais il va également y avoir la couleur de l'adversaire un petit peu sur certaines pièces qui va vous embêter un petit peu puisqu'il y a un joueur bleu, il y a un joueur jaune, et comme vous le voyez sur mes pièces, bon, on va dire que je suis joueur bleu, et bien sur certains éléments, notamment les plus gros, je vais également avoir des petits hexagones jaunes, les éléments les plus petits. Tu as plus de ta couleur et moins de celle de l'adversaire. Exactement, okay. Et ça va vous créer des dilemmes les amis. On va donc chacun notre tour poser ces pièces là où on le souhaite sur le plateau, il n'y a pas spécialement de contraintes, à part quand on veut se poser sur des galaxies, mais je vais y venir. Et il y a 3 moyens de gagner. Alors plus précisément, il y a 2 moyens de vraiment gagner parce que vous avez accompli quelque chose et le jeu vous félicite. Et le 3e moyen, c'est de faire échouer l'adversaire. Ah, j'aime bien ça. Il peut aussi échouer tout seul lamentablement. Enfin, en général, normalement, c'est que vous l'avez un petit peu poussé. Oui, j'aime bien aussi, effectivement. On a donc des zones à relier. C'est le premier moyen de gagner. Si j'arrive avec ma couleur à faire un chemin continu entre 2 zones opposées, je gagne. C'est très lisible. Ici, on a le violet, ici, on a le rouge-orange, ici, on a le vert. Si je connecte le vert avec un chemin continu de ma couleur à moi, le bleu, je gagne la partie. Si je le fais bêtement en connectant du jaune, je fais gagner l'adversaire. C'est totalement possible aussi. Enfin, normalement, vous ne le ferez pas. Sur ce plateau, il y a la plupart des zones, des hexagones qui sont vides, mais il y en a d'autres sur lesquels vous allez disposer des galaxies et des trous noirs. Alors selon une mise en place de départ pour vos parties de débutants, va-t-on dire, une fois que vous maîtriserez le jeu, vous pourrez faire une mise en place. Chacun de nos tours, on place un élément de jeu. C'est la mise en place qui intègre déjà de la stratégie, c'est appréciable. Eh bien, c'est le 2e moyen de gagner, ça va être les galaxies. Si vous incorporez 4 galaxies dans un réseau de votre couleur, eh bien, vous gagnez la partie. Par contre, si vous incorporez 3 trous noirs, vous perdez la partie. Alors, vous n'allez pas le faire vous-même. Ce qui va se passer en général, ça va être l'adversaire qui va faire en sorte que vos pièces soient forcément sur un trou noir et va vous pousser à la défaite. Alors, au début, les trous noirs, on les évite. Le truc, c'est que plus on pose de pièces, plus on va, moins on va avoir de place, et puis surtout plus on va être tenté de se dire bon allez, je me mets sur ce trou noir parce que quand même ça me permet de connecter ça, et peut-être ça peut me permettre de connecter les 2 bouts, ou de connecter 2 ou 3 galaxies, et des fois ça va payer, parce que vous avez pris le risque qui fait la différence, le risque que votre adversaire ne vous voyait pas prendre, et puis des fois vous allez perdre bêtement, parce que votre adversaire vous tendez un piège depuis le début, et c'est ça qui est vraiment plaisant dans Orion Duel. Déjà, il n'y a pas de hasard, c'est un vrai jeu abstrait. Et on va tendre des pièges. Vous êtes une araignée, hop là, vous tissez votre toile, vous faites votre petit réseau.
Au mieux, vous gagnez à la force de vos bras. Au pire, bon, je dis au pire, moi c'est la façon de gagner que je préfère. Vous faites perdre votre adversaire. Voilà donc pour Orion Duel. Et on passe à la suite de cette vidéo. Et on l'a reçu. Perspective, un jeu de Dave Neal et Matthew Dunstan. Donc on vient de regarder avec Antoine, pour rien vous cacher, ce qu'a fait Matthew Dunstan. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est génial. Il a fait Nine l'Artefact. Ouais. Il a fait Pyramide, t'as dit? Non. Pyramids. Ouais. Pyramids. C'est un autre pyramide. Il a fait Bubble Stories. Et par exemple, Monumental plus récemment. Alors Monumental et Bubble Stories. Incroyable. Donc là, c'est un jeu donc, pour 2 à 6 joueurs, si je me souviens bien. Oui, c'est marqué là. 2 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 90 minutes. En fait, ça va être un jeu qui va ravir tous les joueurs de Unlock, de Exit, de Sherlock Holmes. Quand vous cherchez des jeux d'enquête et vous vous dites, bon, à part tous les Unlock et les Exit, on peut faire quoi maintenant? Maintenant, vous avez Perspective. Ça porte bien son nom, Perspective, parce qu'en fait, ça va croiser des mécaniques de jeu, si vous connaissez la gamme des Sherlock Q-System, où on a des informations secrètes, malgré le fait que ce soit coopératif, donc c'est des informations à partager ou pas, mais à vous de voir si c'est judicieux de le partager ou non. Et ce côté d'interprétation visuelle, d'images et d'éléments à trouver, qu'on peut retrouver dans Flashback Zombie Kids. Ouais, le côté point de vue des personnages. C'est ça, ce côté point de vue, d'où le nom Perspective. En fait, on va avoir des enquêtes. Les enquêtes, en fait, il y en a, il y a 3 affaires en fait qui sont divisées en 4 chapitres de mémoire. Ok. On commence sur les premiers chapitres et en fait, on se divise en fait entre joueurs. C'est pour ça que ça peut jouer à très nombreux comme que à 2. Si vous avez 2 ou 6, bah 6, je sais pas, vous faites 2 équipes de 3 par exemple. Et on donne en fait j'allais dire des perspectives, non, des points de vue d'une scène de crime par exemple, ou de vol, ou de ce que vous voulez, mais 2 différentes à chacun des joueurs. Les deux vont avoir, les deux images vont avoir des informations à la fois qu'on va devoir partager, qui sont en commun, qui vont se compléter pour résoudre et répondre aux questions en fait, et résoudre l'enquête. Donc c'est très malin parce qu'en fait on reçoit une illustration super bien, parce que d'ailleurs là-dessus je ne l'ai pas dit, mais on reconnaît déjà le style de Vincent Dutré. Et je confirme, il y a bien Vincent Dutré dessus, il y a Lucky Anne, et il y a Seb et Julien Rico. Moi j'ai pas vu les illustrations, mais ce qu'on voit au dos et sur la pochette, la couverture, oui. Ça donne envie quand même. Oui, complètement, ouais. J'ai pu y jouer, ou du moins comprendre le système, et c'est comme ça que je peux vous l'expliquer, à Vichy. Donc on avait chacun des images, et nous, on avait une espèce d'atelier, quelqu'un qui fait des bijoux apparemment. Les autres, je ne savais pas ce qu'ils avaient. Et en fait, on se partage des infos. On dit, nous, là, par exemple, on a une chaîne, et il y a une espèce de logo un peu bizarre, du genre scarabée pharaon, un truc comme ça, un peu égypte ancien. Et les autres vont dire, nous, on a une vitrine, et puis il y a un vieux coussin dans lequel il a l'air de manquer une pièce bleue. Une pièce bleue, c'est pas une pièce rouge plutôt, parce que nous, on a un truc, ça a l'air d'être rouge. Non, c'est pas une pièce rouge, c'est une pièce bleue, et en plus, ça ressemble plutôt à un triangle. Un triangle, mais c'est... Et en fait, on échange les infos comme ça, et il y a des moments où il y a des petits déclics où on se dit, attendez, la pierre là, tu disais que c'était un triangle, parce que nous, on a un truc qui ressemble un peu à ça. Et en fait, à chaque fois, on se donne les infos, et dès qu'on a suffisamment d'infos, on va tout simplement répondre et essayer de résoudre l'enquête en fonction de ce qui va nous être demandé. C'est extrêmement chouette comme mécanique parce que du coup, la dynamique dépend un peu des joueurs. Comme tout bon jeu coopératif, on a besoin de l'autre pour avancer. Je pense notamment à Complice, on ne peut pas avancer sans l'autre. Je pense à Paléo, on ne peut pas faire ce qu'on veut tout seul parce que on a besoin des autres pour avancer. Et on retrouve ça dans ce jeu. Pour résoudre les enquêtes, vous aurez besoin de vos alliés, mais vous aurez surtout besoin de leur... analyse de la situation, vous aurez besoin qu'ils voient les choses importantes à vous divulguer. Le problème, c'est que ils n'auront aucune idée de ce dont vous avez besoin et vous allez essayer de leur donner un maximum d'infos, mais ils n'ont pas besoin de toute l'info. Donc l'info va se mélanger comme ça entre ce qu'on se donne et ce qu'on reçoit. Et donc il faut essayer nous, en tout cas en tant qu'enquêteurs, de résoudre les enquêtes malgré le peu d'infos en fait, qu'on va recevoir de nos alliés. Donc Perspective est disponible à la boutique et va renouveler un petit peu tous ces jeux qu'on a, notamment dans la gamme de Unlock et de Exit. Ça va renouveler un peu le jeu d'enquête. On reste dans la logique parce que là, vous avez, alors pour ceux qui viennent déjà souvent à la boutique, on a le meuble ici de jeux de logique avec essentiellement du Smart Games. Tout à fait. Et là, notamment, on a reçu plein de nouvelles choses de chez Smart Games. Yes. Donc là, en fait, alors, on a reçu le IQ Perplex, qui est dans la gamme des IQ. Celui-ci, en fait, qui va avoir un système en 3D, c'est ça, de Pico, en triangle. Mais te prends pas la tête, la gamme est très simple. Vous avez une mise en place de base. En général, vous allez devoir mettre les pièces qui manquent, celles qui ne sont pas sur la mise en place de base. Cette mise en place de base, elle est sur un petit livret. Ce petit livret, il vous donne 120 challenges classés par niveau de difficulté croissant. Et en avant, quoi. C'est très cool. Moi, je faisais, parce que...
À chaque fois, mon cerveau, il souffre quand il voit ce genre de truc. Je suis vraiment pas à l'aise. À l'inverse, ça là, le Genius Square, alors il existe. Donc il y a Genius Square XL et IQ Mini XL. J'aime beaucoup le IQ Mini, mais XXL. Oui, tout à fait. Donc, je sais pas s'il est petit. En fait, c'est un petit mais taille grande. Taille normale un peu plus. C'est ça. Donc ces deux-là, on les a reçus en XXL, mais on a la version notamment Genius Square ici, donc un jeu duel en version normale, classique. Et ça, pour le coup, pareil, le truc est très abstrait, mais ça, pour le coup, j'adore vraiment. Vous avez un jeu dans lequel, en fait, ça se passe en duel, un petit côté gagne ton papa. Chacun a son petit plateau. On lance les dés qui indiquent des coordonnées où on va placer des petits marqueurs, des petits bloqueurs comme ça sur son plateau. Et ensuite, sur le top départ, simultanément, chaque joueur va récupérer son lot de pièces et va devoir essayer de les placer. Et ce qui est incroyable, c'est que qu'importe le jet de dés que vous allez faire ici, les bloqueurs que vous allez mettre, toutes les pièces vont finir par rentrer. C'est génial. Et ce qui est top, nous on l'avait essayé avec Fanny, c'est que j'ai réussi, bon je l'ai battu évidemment, l'avantage c'est que j'avais placé mes pièces et quand on a regardé, elle aussi elle avait réussi à très peu de temps à placer ses pièces, mais on avait réussi à tout mettre, mais elle avait pas mis exactement de la même manière. On a fait une partie tout à l'heure, il s'est passé exactement la même chose. Il n'y a pas qu'une solution, mais c'est faisable, mais l'aléatoire, enfin je sais pas comment est conçu un peu le dé, enfin les dés, mais ça vous donne toujours moyen d'y arriver, c'est juste que votre cerveau il doit essayer d'optimiser tout ça. Je trouve ça vraiment top. Ouais, c'est une bonne formule. Fanny, tout à l'heure, me dit, tu vas voir, c'est gagne ton papa en mieux. J'ai dit, wow, attention quand même, parce que gagne ton papa, gagne ta maman, c'est super bien. Et après 2-3 parties, bon, il faut avouer que c'est quand même une sérieuse alternative. J'aime beaucoup Genius Square, mais quand on regarde ça... Ok, alors ça, moi, c'est mon nouveau chouchou de la gamme. Là, des personnes un peu plus rôlistes, un peu plus château fort, en plus, avec un super jeu de mots. Château fort, oui, là, ça te fait plaisir. Moi, juste pour le jeu de mots, je l'achète. Alors moi, les châteaux à la base, bon, j'ai pas non plus un délire sur les châteaux, mais kiffe les châteaux. parce que bon, là, il y a les chats, par exemple, c'est pas mal. Juste pour la thématique, on est bon. Par contre, en termes de mécanique, j'ai trouvé ça génial, comme d'habitude, un petit livret avec des mises en place. Ici, vous avez 80 défis. La mise en place vous dit, vous mettez tel élément en respectant donc les formes, les couleurs telles qu'indiquées. Il vous reste des pièces, pam, 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 que vous ne savez pas où mettre, il faut trouver. Et en fait, si vous arrivez à les placer, vous gagnez. Et c'est génial parce qu'après, ça fait un beau château. Ça fait un beau château. La spécificité de celui-ci, c'est que en agençant les morceaux de château les uns à côté des autres, vous allez créer de la plateforme, de la surface sur lesquelles vous allez pouvoir mettre les autres pièces. Autres pièces qui, elles-mêmes, si elles sont agencées les unes à côté des autres, vont créer un nouvel étage qui permet de mettre d'autres pièces par-dessus. Et ça peut monter donc jusqu'à 3 étages. Je crois pas en avoir vu à 4, je dirais jusqu'à 3 étages. Et le casse-tête, mais c'est un plaisir à manipuler. Hop là. Je reviens rapidement sur le IQ XXL, oui. Même principe, 80 défis. Ici, vous allez bouger ces espèces de petits supports comme ceci, blancs, et ça va créer une mise en place différente à chaque fois. Okay. À l'instar des Genius Square, les autres pièces, il faudra les placer. Il y a toujours une solution en avant. C'est qu'en fait, vous avez 80 propositions, mais au travers des 80 propositions, vous n'avez pas fait le jeu, puisque comme vous le voyez ici, il y a un petit QR code qui vous propose les plus de 5000 autres solutions. Ok. C'est-à-dire que là, je fais une mise en place de départ, il faut que je trouve la bonne solution. Et il y a plus de 5000 mises en place de départ. Ça fait penser un peu à Turing Machine dans le côté, il y a d'autres trucs. Il y a un petit peu de ça, en immédiat, en rapide. Ça, c'est Genius Square pour les fous. C'est pour les gens qui aiment pas les carrés, c'est pour les gens qui aiment plutôt les triangles et les étoiles. Je le découvre avec vous, je l'avais pas vu, il était en tranche comme ça. On va terminer sur les nouveautés avec Côté Mode qui fonctionne un peu sur le même principe que Code Couleur qui est par ici. On va mettre les uns sur les autres des petits plexiglas avec dessus des dessins. Le but étant d'habiller des personnages pour correspondre au schéma qui vous est donné. Il faudra tel décor, tel accessoire, tel chapeau, telle robe, tel pantalon. Et il faudra donc trouver l'agencement. C'est beaucoup plus facile, c'est à partir de 4 ans. Attention, il y a 80 défis. Faites pas les malins, même si vous êtes des adultes comme nous et que vous allez sur les 15 derniers défis, vous pouvez mettre un certain temps à trouver, croyez-moi. On notera que les d'autres boîtes de Smart Games sont hyper propres. Ah, c'est toujours impeccable. À chaque fois, on voit le matos et à droite, on voit toujours le petit déroulé de comment ça fonctionne, mise en place, ce que la personne doit faire et le résultat qu'elle doit trouver. Toujours hyper clair. Je trouve ça cool. Très très bien les Smart Games. Il y a autre chose à montrer ? On va partir derrière le comptoir, monsieur. Et donc me voici derrière le comptoir. C'est le moment toujours un peu en style libre, en freestyle, où il nous reste des trucs dont on doit parler à portée de main.
Alex, tu vas m'aider à ne rien oublier. Ouais. On commence avec ceci. On reste dans du smart game en fait. On reste dans du smart game. On va faire ça comme ça. Puisqu'en fait, ce sont des retours en stock. Alors, je vais passer rapidement dessus. Zoo en boîte. Lièvre et renard. Ça, c'est trop choupi. Ça, c'est beaucoup trop choupi. Les pingouins plongeurs. Ça, c'est bien aussi. Parcours en forêt. On avait bien aimé ça. Ça, c'est super on s'était chaud, bien éclaté dessus. Parcours en forêt, très dur. Ouais, on s'était un peu pris la tête. Et ça Celui-là, arrive il est photo. super dur. Non, je déconne. Celui-là, ça va. Ça, j'ai réussi. 3 ans et plus. Ouais. Même si les smart games sont toujours un peu délicats, normalement, avec l'expérience qu'on a de la gamme, on devrait arriver à s'en sortir. Hop là, je vais faire plein de petits allers-retours comme ça. On n'est pas du tout dans l'efficacité. Hop là, c'est une sortie de la semaine. Hein. On aurait pu le mettre dans la vidéo un peu plus tôt. C'est juste que nous ne sommes point organisés. C'est Tiny Epic Dungeon, le retour de la gamme Tiny Epic quelque chose. On a récupéré Tiny Epic Dinosaurs. Prochainement, il va y avoir le retour de Tiny Epic Galaxies, qui est vraiment très cool, qui est un super bon jeu de gestion de stratégie. Et ben là, c'est une nouveauté, c'est Tiny Epic Dungeons, et tout est dans le titre. C'est du coopératif. C'est du dungeon crawler pour des parties de environ, ils disent combien, 30 minutes à 1 heure. Oh la belle promesse. Moi j'adore les dungeon crawlers. J'aime pas jouer au même jeu et faire une seule partie pendant 3h30 si c'est pas du jeu de rôle. Je trouve que c'est un excellent compromis. Ici on va hop là jouer en deux séquences en gros. Alors attends, il y a les reflets. Hop. Oui, mais toi à ton aise avec cette caméra. On va donc jouer une première séquence, une première phase de jeu dans laquelle on explore le donjon avec notre torche. Chaque fois qu'on va faire des actions, la torche va s'éteindre un petit peu plus, elle s'éteint complètement, nous sommes dans le noir. On va se faire grailler, manger, dévorer par des créatures des ténèbres. Il va donc falloir essayer de trouver le boss et le vaincre avant que nous n'ayons plus de lumière pour vaincre le boss. Il faudra donc dégommer des sbires. Quand vous avez dégommé un certain nombre de sbires, vous avez accès à la phase numéro 2 qui est le combat contre le boss. Mais attention, vous pouvez toujours perdre cette petite lueur vacillante. 8 figurines, oui, dans cette petite boîte ici, comme ceci, il y a 8 figurines. On était quand même curieux, il y a un client qui l'a acheté là en fin de journée, on a accepté de lui vendre sur la fermeture. On lui a dit, on peut voir la boîte, on aimerait bien jeter un œil. Et ouais, les figurines, franchement, elles sont très cool. Il y a... C'est ça, 8 figurines. Vous allez pouvoir jouer jusqu'à 4 personnes. On peut même jouer en solo, évidemment. Donc c'est cool. Vous avez alors le choix entre les personnages que vous jouez parce que 8 figurines est égal à 8 classes jouables. Et ici, il y a donc l'extension qui sort immédiatement avec. Ils ont eu du mal à la fermer, hein, cette petite extension. Pourquoi? Parce que dedans, vous avez 8 autres figurines et vous avez des nouveaux boss. Parce que dans la boîte de base ici, il y a 6 boss différents et ici il y en a, je vais le trouver, je veux dire, il y en a 2 de plus. Par contre il y a des cartes histoire qui vont un peu scénariser, qui vont vous donner des choix, etc. Donc ça va vraiment augmenter les possibilités de jeu. Puis surtout désormais vous allez vous retrouver avec 16 classes jouables. 16 classes jouables dans un jeu pour des parties de 1 demi-heure, 1 heure en petit format comme ceci. Je suis à 2 doigts de craquer, mais enfin il faut que j'arrête cette semaine. M'a déjà beaucoup trop fait craquer. C'est vrai que moi je me remets pas de la série Casino Popular, Skyteam, Orion Duel. C'est dangereux pour le porte-monnaie tout ça. Et qu'est-ce qui est dangereux pour le porte-monnaie d'autres? Eh bien, les boosters, les collector, Magic. Retour vers le futur. Non, attention, je peux me mettre en colère. Mon jeu de cartes préféré, c'est Magic, The Gathering. Ma série télévisée préférée avec des acteurs dedans, c'est Doctor Who, et là bim, oh là là, le craquage. On a donc eu les commandeurs, il nous en reste un peu, c'est un miracle. Doctor Who, c'est une sorte d'édition limitée hors série Magic, dans les, comment ils appellent ça déjà, les Universes Beyond. Et donc là c'est sur Doctor Who. Et donc dans les Booster Collector, vous allez trouver des full art, des illustrations alternatives, etc. etc. J'ai vu des illustrations, allez voir des illustrations, tapez ça sur Google, comme c'est beau. Nous allons également pouvoir vous proposer des extensions de jeux sur les sorcières. Vas-tu tenir? Hop là. Le premier, c'est Septima Métamorphoses et Présages, qui techniquement est sorti il y a 1 ou 2 semaines. 2 semaines. J'ai été un peu mauvais sur les commandes, je l'ai commandé un peu en retard et en plus on l'a reçu un petit peu en retard, ce qui fait que voilà, ça arrive très en retard, mais c'est dispo. Après Septima, c'est un jeu qui est suffisamment costaud pour que vous ne posiez pas tout de suite la question de l'extension, donc normalement vous joueurs n'étiez pas trop lésés. C'est un gros jeu expert
signé Super Meeple, où on joue des sorcières, des sorciers d'ailleurs, qui vont soigner des gens en allant chercher différents ingrédients dans la nature, tout en essayant d'échapper aux chasseurs de sorcières. Et ici, c'est toujours la même chose, on va trouver des cartes en plus, mais surtout, ce qui va changer, c'est que désormais, on peut se transformer en animaux. Exactement. Oui, et donc il y a des petits meeples d'animaux. Exactement. Ce que je voulais rajouter sur les métamorphoses, c'est que notamment pour ceux qui ont joué au jeu, en fait, la carte de chanson de mémoire vous permet maintenant de vous transformer, et notamment, ça va vous permettre aussi de récupérer les cartes que vous aurez jouées d'une manche sur l'autre, parce que normalement ça se fait automatiquement. Là, ça sera plus automatiquement, donc il y a un tempo qui change par rapport à la transformation. Ok, histoire de rendre le jeu encore un petit peu plus expert. Exactement. Hop là, vous y avez joué avec Alice, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment trop bien. C'est très très cool cette team. Moi, j'ai pas joué et j'ai bien envie. Et un autre jeu avec des sorcières, avec une sorcière, mais toujours un chasseur de sorcières, c'est Pagan. Et Pagan arrive avec ses trois extensions qui sont en fait des nouveaux paquets de cartes. Les cartes étant des actions dans Pagan, donc de nouvelles actions jouables, autant pour le chasseur de sorcières que pour la sorcière. Est-ce que cette fois je suis arrivé au bout? Je pense qu'on a tout fait. On dirait bien. J'espère qu'on n'a pas trop été éparse dans cette vidéo, on a essayé d'être le plus efficace possible, puisqu'en ce moment on est pas mal fatigué, notamment toi Alex, on te voit pas beaucoup à la boutique en ce moment. Oui. Pourquoi donc Alex? Parce que je suis en train de monter des vidéos qui vont arriver en fin d'année, et si vous avez déjà vu la chaîne YouTube, généralement en fin d'année, il y a des petites vidéos qui tombent, et donc je suis en plein tournage-montage de ces vidéos-là, qui devraient arriver normalement début novembre. Vidéo coup de cœur de tout 2023, de toute l'équipe, qui sont un peu frustrantes parce qu'il y a aussi des jeux qui vont arriver là sur la fin d'année, c'est la petite dernière ligne droite, hein. C'est du 1 mois maximum, 1 mois et demi on va dire. Il y a des jeux qui ne pourront pas être dans les vidéos et pourtant qu'on attend avec impatience, mais en tout cas j'espère que vous irez jeter un coup d'œil à tout ceci parce que c'est des jeux qu'on a vraiment adorés. En attendant, je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.